Bien, l'enregistrement est lancé. Alors, donc, aujourd'hui, on va, disons, on va faire la dernière partie de l'initiation. D'accord? On va faire la dernière partie de l'initiation et on va voir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on va commencer par la gestion du risque. Donc, si vous avez des questions, vous connaissez le mode opératoire. Si vous avez des questions, mettez-les au fur et à mesure dans les commentaires. Alors, donc, on va commencer par la gestion des risques. Donc, c'est quoi la gestion des risques? On appelle ça encore le money management ou le risk management. C'est un ensemble de règles, tout simplement, et de principes qui vont vous permettre de maximiser l'efficacité de vos opérations et d'éviter de prendre trop de risques ou du moins des risques non maîtrisés. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un trader, même nul, avec un bon money management, va beaucoup plus durer sur le marché qu'un trader rentable, mais qui a un mauvais money management. D'accord? N'oubliez pas que notre première sur le marché financier, notre matière première en tant que trader, c'est quoi? C'est l'argent. Le jour où vous n'avez plus d'argent, vous êtes mort. D'accord? Le jour où vous n'avez plus d'argent, vous n'êtes plus trader. Donc, à partir de cet instant-là, à partir de ce moment, nous devons tout faire pour garder, préserver notre argent. Le métier de trader, avant de gagner de l'argent, notre rôle, c'est de protéger notre capital. Donc, pour certaines personnes, ces principes vont sembler évidents. Il faut garder néanmoins en tête que lorsqu'on investit réellement son argent, on ne réfléchit plus aussi de façon lucide. Lorsque votre argent, de façon réelle, vous ouvrez un compte réel, votre émotion est réelle. Vos pertes sont réelles, vos gains sont réels. Mettez les commentaires, les questions dans les commentaires. Donc, on ne gagne pas le stress, la peur, l'espoir. Et ça peut parfois polluer votre capacité à prendre des décisions efficaces et rationnelles. D'accord? Et donc, la gestion de risque intervient naturellement à cet instant-là pour vous rappeler un certain nombre de principes et de règles à respecter. D'accord? Alors, avant d'aller un peu plus loin dans l'explication, je vais vous montrer, on va prendre deux exemples, d'accord? On va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple d'un trader A et d'un trader B. Et vous allez me donner la réponse dans les commentaires, d'accord? Prenons trader A qui prend 20% de risque par trade. Et un autre trader qui prend 1%, d'accord? 1% de risque par trade, d'accord? Et imaginons que les deux traders font 10 trades, passent 10 trades, dont les 5, d'accord? Dont les 5 premiers sont perdantes et les 5 derniers sont gagnants. D'accord? À votre avis, donc, on a deux traders, OK? Le premier trader prend 20% de risque par trade et le deuxième prend 1% de risque par trade. Ça veut dire que lorsque le premier perd, il va perdre 20%. Lorsque le B perd, il va perdre 1%. Les 10. Isidore, je ne sais vraiment pas. Il faut revoir ton téléphone. Donc, à votre avis, entre le trader A et le trader B, donc, je dis, ils ont tous passé 10 trades. Les 5 premiers trades sont perdants, pas perdantes, et les 5 derniers sont gagnants. À votre avis, parmi les deux traders, lequel des deux pourra bénéficier des 5 derniers trades gagnants?
Je vous écoute. J'attends vos réponses dans les commentaires. Lequel des deux traders pourra jouir des 5 derniers trades gagnants? Bravo, Djemba. Le trader B, Super Lewis, le trader B. Pourquoi? Parce que le trader B gère son capital. À la fin des 5 premiers trades, lui n'a perdu que 5% de son capital. Et le trader A, à la fin des 5 premiers trades, a perdu 100% de son capital. Donc, l'élément le plus important finalement en trading, ce n'est pas le taux de réussite, ce n'est pas les gains ou les pertes que vous faites. L'élément le plus important, ce n'est pas de gagner 9 trades sur 10, super Isidore. Ce n'est pas de gagner 9 trades sur 10, non. Le plus important ici, c'est d'avoir un bon money management, une bonne gestion de risque. On ne peut pas éviter des pertes en trading. Il arrive même qu'on passe par des séries de pertes. Vous pouvez avoir une semaine tout entière perdante. Vous pouvez avoir un mois en négatif. Vous pouvez avoir un trimestre en négatif. Vous pouvez même avoir une année de façon négative. Le problème n'est pas les pertes. Le problème, c'est la question principale que vous devez vous poser, c'est dans quel état sera mon compte après cette série de pertes? Est-ce que mon compte va toujours rester intact ou pas trop de pertes, ou mon compte va être cramé, fumé parce que j'ai connu des pertes? Quand vous prenez moins de risques, naturellement, vous gagnez moins, mais quand vous perdez moins. Mais quand vous prenez beaucoup de risques, naturellement, quand vous gagnez gros, mais quand vous perdez, vous fumez votre compte derrière. D'accord? Et ne vous laissez pas avoir par des vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux qui vont vous dire, ouais, j'ai fait 2 000 euros, 500 000 euros de gains, mais derrière, soit c'est un compte démo, ou deuxièmement, c'est juste un coup de chance. La chance, on peut tous l'avoir. On peut chancer sur un mois, on peut chancer sur 2 mois. La clé, c'est une bonne gestion de risque. N'oubliez pas, votre premier rôle avant de gagner de l'argent, c'est de protéger votre capital. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle le choix des lots. Les lots, c'est quoi? Les lots, en fait, alors au niveau de la gestion des risques, je reviens dessus rapidement. Mon conseil que je donne finalement aux gens, c'est de ne pas perdre plus de 2% de son capital par jour. De ne pas risquer plus de 2% de son capital par jour. Ça veut dire que vos stop loss, l'ensemble de vos stop loss ne doivent pas dépasser 2% de votre capital par jour. D'accord? Alors, je ne dis pas 2% par position. Parce qu'il y a certains de mes étudiants qui croient me tromper, mais ils se trompent eux-mêmes. Ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'à l'hypothalamus. Et on dit de ne pas risquer 2% par jour, pas plus de 2% par jour. Et ils prennent 2% par position. Et donc, le mec, il te prend 5 positions par jour. Il est à, je sais pas moi, il est à 10% de risque. C'est énorme en day trading. Donc, le volume, les lots, c'est quoi? Les lots, c'est le niveau de risque que vous prenez. OK? Alors, il y a 3 types de lots. Il y a ce qu'on appelle le micro-lot. Le micro-lot, ça veut dire que vous, avant de prendre un micro-lot, ça veut dire que vous avez au moins 100 000 euros, pardon, 1000 euros, 1000 dollars sur votre compte. D'accord? Donc, vous avez au moins 1000 dollars sur votre compte et vous pouvez prendre un micro-lot. Donc, en prenant un micro-lot, ça veut dire que vous prenez micro-lot égal à 0,01. Quand vous prenez 2 micro-lots, 0,02. D'accord? Un micro-lot donne 0,10 centimes par pips. Et 10 pips avec un micro-lot font 1 dollar. De façon concrète, de quoi il s'agit? Donc, vous venez sur le marché ici. C'est ici, vous cliquez pour passer votre ordre. C'est ici que vous choisissez vos volumes. D'accord? Vous avez les volumes ici. Ici, je choisis 0,01. OK? Et alors, je suis en H4, donc je vais descendre en M1. Placer mon pivot. Je vais mettre le pivot horaire. D'accord? Pour être beaucoup plus proche. OK? Bon, voilà.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si par exemple, je dois lancer un ordre ici, je prends 0,01, OK? Si je veux par exemple lancer un ordre de vente, parce qu'on est dans une tendance baissière ici, qu'est-ce que je fais? Je lance mon ordre de vente. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque pips, rappelez-vous, les pips, on a vu ça la première séance. Pour chaque pips que je vais gagner ou perdre, je vais perdre 10 centimes de mon capital. Ça veut dire que si je perds 10 pips ou je gagne 10 pips, je vais faire quoi? Si je perds ou je gagne 10 pips, ça veut dire que je gagne ou je perds $1. Si je gagne ou je perds 20 pips, je gagne ou je perds $2. D'accord? Donc, c'est ça les micro-lots. Donc, les micro-lots, c'est que quand vous prenez 0,01, OK? 0,01, ça veut dire que chaque 10 pips vaut $1 ou €1. Lorsque je gagne 10 pips, je gagne $1. Lorsque je perds 10 pips, je perds $1. Lorsque je gagne 30 pips, je gagne $3. Lorsque je gagne, je ne sais pas moi, lorsque je gagne lorsque je perds 50 pips, je perds $5. D'accord? Donc, avec 0,01, en cas de perte, lorsque le marché se retourne contre vous, vous perdez moins. Mais en cas de gain aussi, vous gagnez moins. D'accord? Ensuite, on a les mini-lots. Les mini-lots, pour prendre un mini-lot, il faut avoir $10,000 sur votre compte. D'accord? Avec l'effet de levier, vous pouvez l'avoir. Et pour un lot, ça dit que pour un lot, ça dit quoi? Ça dit que vous avez pris 0,10. Ça dit qu'on repart sur le graphique. Un lot, vous avez pris 0,10. Donc ici, au lieu de 0,01, vous prenez 0, allez, vous prenez 0,1. D'accord? Donc, vous prenez 0,1 et vous lancez votre trade. Vous lancez achat ou vente. D'accord? Donc, lorsque vous prenez 0,1, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que chaque pips vaut $1. Les mini-lots, chaque pips vaut $1. Ça veut dire, si je prends 2 lots, chaque pips me fait $2. Si je prends 3 lots, chaque pips me fait $3. Si je prends 10 lots, si je prends... pardon, je dis n'importe quoi. Si je prends 3 mini-lots, ça me fait $3 par pips. Quand je prends 9 lots, d'accord, ça me fait $9 par pips perdu ou gagné. D'accord? Donc, si je prends 10 pips, j'aurais perdu $10. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez un peu? Ensuite, on passe au lot standard. Le lot standard, c'est le troisième type de lot qu'on peut prendre. Là, il faut avoir $100,000 sur son compte. Là, vous prenez un lot standard. 2 lots standards, ça fait 2. Avec un lot standard, un pips vous fait $10. D'accord? Si vous gagnez ou perdez 10 pips, vous avez perdu ou gagné $100. D'accord? Donc, même chose, on vient ici. OK? On vient ici et on prend 1, ça fait un lot. 8, ça fait 8 lots. Ainsi de suite. Avec 8 lots, un pips fait $80. Donc, si vous prenez 8 lots et vous avez gagné 10 pips, ça fait combien? Qui peut me donner la réponse? Si vous prenez 8 lots standard et vous gagnez 10 pips, ça vous fait combien? $800. Alors, vous êtes content. Mais si vous perdez 10 pips aussi, vous avez perdu $800. Ne pensez pas toujours au gain.
Voilà. Le trading, c'est les deux extrêmes. D'accord? Voilà, 800 $. Donc, vous comprenez que la clé de votre longévité sur le marché, c'est le volume que vous prenez. Moi, mon money management, je le disais le matin, mon money management est simple. Chaque 1000 $ ou chaque 1000 €, je prends 0,1. Simple. Ça veut dire que, parce que moi, je fais du swing trading. Donc, je garde des positions sur des jours, des semaines, voire. Alors, il m'est arrivé la semaine passée, j'ai gardé un trade pendant 2 semaines et ça m'a fait 400 pips. Mais je pouvais dormir tranquille. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne me suis pas mis la corde au cou. J'ai pris un volume faible par rapport à mon compte. Donc, chaque 1000 €, vous prenez 0,01 comme volume. Je connais des gens avec 1000 €, ils vont prendre des positions de 1 lot, des 0,5. Le problème, c'est que si le trade passe, ils sont contents. Jusqu'au moment où, dans cette euphorie de gain, ils vont chercher à dépasser le volume qu'ils ont toujours pris sur un trade qu'ils disent être sûr, et ce trade ne va pas passer, va les niquer derrière et récupérer tout ce qu'ils ont fait comme gain. Et comme par hasard, oui, 400 pips, c'était sur le GBP GPI. Et comme par hasard, en trading, ce qui est bizarre, vous savez, c'est une seule position qui gâche toutes les performances que vous avez faites pendant des semaines, des mois, des jours. C'est un seul trade qui va tout cacher. Parce que sur ce trade, vous allez vouloir élever votre risque. Donc, la clé, finalement, c'est de maintenir un risque faible, un risque bas. Et alors, il y a deux écoles, hein. Il y a deux écoles en la matière. Il y a des gens, d'accord, qui estiment qu'il faut diminuer le volume. Et moi, je suis de cette école, qu'il faut diminuer le volume le plus bas possible et maximiser le nombre de pips. Il y a d'autres personnes qui estiment qu'il faut augmenter le volume et prendre le moins de pips possible. Généralement, ceux-là, c'est selon les scalpeurs, c'est eux qui font du scalping. Mais ceux qui font du day trading ou du swing comme moi ne peuvent pas prendre de gros volumes sur des trades. D'accord? Ah, super, super Isidore. Voilà. C'est un seul trade qui fume tout votre compte en fait. Moi là, j'ai commencé ce métier en 2009. Je vous promets, toutes les erreurs qu'on peut faire, je les ai faites. Et j'ai une maîtrise en cramage de compte. D'accord? Bon, aujourd'hui, je ne crame plus de compte, mais j'en ai fumé un peu quand même. OK? Donc, la clé, c'est de prendre un volume faible. Un volume hyper bas qui vous permet finalement de pouvoir dormir tranquille. Parce que quand moi, je prends un trade là, c'est minimum 200 pips sans stop loss. D'accord? Enfin, je dis minimum. C'est en moyenne 200 pips sans stop loss. Des fois, je prends 100 pips, des fois, je prends 150 pips. Et je vais des fois jusqu'à 800 pips. Mais cette trade-là, pour garder un trade sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que moi, je tradais jusqu'à 2 mois en arrière, je tradais en H4. Aujourd'hui, je trade en D1. D'accord? Donc, pour garder un trade sur des semaines, des mois comme ça, il faut pouvoir dormir tranquille, sans pression. Donc, la clé, avant de maîtriser n'importe quelle stratégie, c'est d'abord d'avoir un bon risk management. Et celui qui a créé le money management s'appelle Mustapha Belkayat. C'est lui, c'est un Marocain. Il s'appelle Mustapha
Belkayat. Et il a donné quelques conseils. Il dit, avant de trader, il faut que vous soyez dans une disponibilité psychologique et physique assez intéressante. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, ne tradez pas. Quand vous avez gourmet, votre copine vient de vous laisser tomber ou votre copain vient de vous laisser tomber, n'allez pas trader. D'accord? Quand vous êtes dans une mauvaise journée, n'allez pas chercher à trader pour vous soulager. Pour la petite expérience, pour la petite histoire, j'ai un pote qui est français, un trader français. En fait, lui, c'est un gros célibataire. Il ne veut jamais se marier. Et quand il veut pêcher une meuf, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour prendre des positions perdantes dans la journée pour bien se frustrer et se défoncer sur la go le soir. Donc, lui, c'est sa stratégie. Donc, quand il a mal, il jette la go. OK? Mais ne faites pas ça, d'accord? Ne faites pas ça. Donc, quand vous voulez trader, vous devez être psychologiquement et physiquement au top. OK? Ensuite, on ne traite pas sur des rumeurs, des informations financières et économiques qui passent ça et là sur des forums. Vous devez, avant de tenir compte d'une information économique, généralement les informations économiques, le marché intègre ça avant que l'information ne sorte. Donc, avant de traiter une information économique, assurez-vous que c'est une information officielle. D'accord? On ne traite pas des rumeurs. On ne traite pas des rumeurs du genre, je pense que ça va monter. Ou bien on dit, ouais, achetez tous. Et vous-même, vous achetez comme des moutons sans savoir pourquoi vous achetez et pourquoi vous vendez. D'accord? Donc, vous ne devez pas acheter ou vendre sur des rumeurs. Ou bien on dit, ouais, il semble que Donald Trump vient de faire un tweet. Est-ce que tu as vu le tweet? Mais non. Mais pourquoi tu trades? Parce qu'un tel a dit. Ça ne veut rien dire. C'est ton argent, mon gars. Ensuite, il faut avoir une bonne analyse fondamentale. Il faut savoir faire une analyse fondamentale, savoir faire une bonne analyse technique. On en a parlé hier. Un bon money management. Et l'intuition du trader doit être hyper faible. Le trading est un métier rationnel. L'intuition n'a qu'une toute petite partie. Disons que l'intuition n'a pas sa place en trading. On ne traite pas sur des pensées, sur des suppositions. On ne traite pas sur des ressentis. Oui, le ressenti peut venir avec l'expérience. Mais quand on est au début, on ne traite pas sur des ressentis. Je sens que, je crois que, je pense que non. On traite sur la base d'éléments assez rationnels. D'accord? Alors ensuite, il faut savoir passer. Bertrand, oui, tu as une préoccupation. Il faut savoir passer une autre façon technique, choisir son courtier. Pendant le trade, avoir une bonne gestion psychologique et technique. Ensuite, l'intuition zéro. Alors, je viens ici. C'est la partie qui m'intéresse le plus, en fait. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Il a classé, en termes d'importance, les éléments qui vous feront réussir ou échouer en trading. En haut, vous avez le money management qui prend 70% de la réussite ou de l'échec en trading. Ensuite, vous avez l'analyse technique et graphique qui prend 15%. Et vous avez la psychologie et la disponibilité physique qui prennent 5%. Donc, trois choses à eux seuls déterminent 90% de votre réussite en trading. Donc, la première chose derrière laquelle vous devez courir, ce n'est pas l'analyse technique. Ce n'est pas la stratégie qui marche à 100% à 100% des cas, bien que ça n'existe pas. C'est beaucoup plus le money management qui sera adapté à votre compte. Moi, je vois des gens avec un compte de 300 qui prennent un lot, mais ça n'a aucun sens. Après, ils se plaignent d'avoir grillé leur compte. Puis, des gens n'ont que 50 balles. Ils créent des comptes de 50 $. Franchement, si vous avez 50 $, si vous voulez créer un compte de trading, allez vendre de l'eau. Allez vendre de l'eau, c'est plus rentable que de faire du trading à 50 $, 35 000. Ça ne fout rien sur le marché, les gars. Cherchez de l'argent, bossez, cherchez de l'argent, créez un compte et ayez un risque management faible.
Ensuite, l'analyse technique vient en deuxième position et la psychologie vient en troisième position. Voilà les trois choses qui constituent 90% de votre réussite ou de votre échec en trading. Et c'est ça qui fait échouer la plupart des particuliers sur le marché. La part du gain facile, la cupidité, et tout le monde veut devenir Bill Gates. Tout le monde veut devenir Dangote du jour au lendemain et tout le monde devient pauvre comme des rats d'église. D'accord? Donc, 90% de votre trade tourne autour de ça. Toujours. Donc, premièrement, money management. Deuxièmement, analyse technique graphique. Troisièmement, disponibilité psychologique. La psychologie intervient quand vous avez pris votre trade. Une fois que le trade est pris, la gestion du trade, c'est de la psychologie. D'accord? J'ai fait plein de vidéos sur la psychologie sur ma chaîne YouTube. Allez-y les voir. J'ai développé plein d'aspects de la psychologie. D'autres vidéos sont en cours de préparation, toujours sur la psychologie du trading, parce que c'est très important aussi. C'est 5%, c'est pas rien. D'accord? Donc, c'est après que la gestion de la réussite, le savoir-faire technique, le choix du courtier, tout ça. Et vous voyez que l'intuition n'a pas de place, c'est 0%. L'intuition, c'est 0%. Vous ne devez pas prendre un trade sur la base de votre intuition. Vous devez prendre un trade sur la base d'analyse, de méthodes, d'outils rationnels. D'accord? Jamais d'intuition. Laissez ça pour l'Église. D'accord? Alors, selon cette conclusion, il dit quoi qu'il n'existe aucun indicateur ni aucun système de trading qui puisse gagner de gagner sur les marchés de façon régulière, à moins d'y avoir ajouté le bon money management. On peut même aller plus loin et avancer qu'en combinant presque n'importe quel indicateur ou système avec le money management approprié, on va gagner de l'argent. Quand on est en train de gagner de l'argent, il faut augmenter sa position, c'est-à-dire augmenter le nombre de volumes et tout. Tout ça, on viendra dessus dans la pratique. D'accord? J'évolue. Alors, on va voir maintenant la notion de tout. Bon, tout ça, vous aurez ça après. Hein, vous aurez le support et tout ça après. Ne vous en faites pas pour ça. Alors, donc, on va voir la notion de take profit du stop loss. D'accord? Le take profit, c'est quoi? Lorsque vous placez votre ordre sur le marché ici, OK? Le take profit, c'est quoi? Le take profit, c'est votre objectif de gain et le stop loss, c'est votre objectif de perte. D'accord? Donc, vous placez votre ordre ici. Donc, votre ordre de marché possible, achat ou vente, vous placez ça ici. Lorsque l'on passe un ordre d'achat ou de vente, on définit également deux niveaux clés. La limite qu'on appelle le take profit, le stop qu'on appelle le stop loss pour encaisser ses pertes. D'accord? Donc, la première étape, c'est que vous achetez à un niveau. Ensuite, vous placez votre take profit. Le take profit est dans, pardon, le stop loss est dans le sens de la perte et le take profit est dans le sens du gain. Je vais vous montrer ça de façon pratique sur les graphiques. D'accord? Alors, je suis toujours sur EURUSD. OK, je suis toujours sur EURUSD. Supposons que je prends, allez, je suis en H1. Donc, supposons que je prends un ordre. Non, je vais venir en M15. Supposons que je prenne un ordre en H4. Enfin, je vais prendre les pivots. Je vais prendre les pivots H4. D'accord? Donc, à supposer que je prends un ordre, je fais n'importe quoi comme ça. Hein. Non, je vais revenir en M1, d'accord, puisque mon trade est toujours en cours. Je vais revenir en M1. Je vais revenir en M1. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une vente ici. Une vente, donc, j'ai dit que le stop loss est dans le sens de la perte. Donc, je place mon stop loss. Je mets mon curseur ici. D'accord?
Je pousse. Arrivé ici, je laisse tomber. OK. Je fais ça. Je ne sais pas pourquoi il refuse. Mais c'est parce que je suis en scalping. Ça, c'est le take profit. Bon, voilà. Donc ici, j'ai mon stop loss ici. D'accord? Et j'ai mon take profit là. OK? Alors, regardez ceci un peu. Regardez ça. Pour ceci, j'ai mis mon stop loss ici. D'accord? Je me suis permis de mettre mon stop loss ici à 83 pips. 83 pips pour 0,01, je suis à 0,114 € de perte. Pouf, sur 5 000, c'est un compte démo. Donc, sur 5 000, je suis tranquille. Je dors tranquille, les amis. Donc, le stop loss est dans le sens de la perte et le take profit est dans le sens du gain. La règle la plus importante à respecter est, alors, sur Internet, on vous enseigne de placer les stop loss ou take profit derrière les plus hauts ou les plus bas précédents. C'est une bêtise parce que les banques savent ça très bien et qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont à la recherche de liquidité, ils vont taper les stop loss pour faire sortir les particuliers et prendre de la liquidité pour pouvoir continuer. Donc, la règle, c'est quoi? C'est la règle de 1 demi, 1 tiers, 1 quart ou 1 cinquième. Ça veut dire que la règle de 1 demi dit que votre take profit doit être 2 fois le stop loss ou votre take profit doit être 3 fois. Il y en a qui disent que votre take profit doit être 5 fois le stop loss. Donc, si vous prenez 10 pips pour le stop loss, votre take profit doit être à 50 pips. Avec ce money management, vous pouvez perdre 8 trades sur 10 et être toujours rentable. Je vous donne un exemple très simple. Avec un risque de 1 cinquième, c'est-à-dire que vous prenez des take profits, d'accord, de 50 pips et des stop loss de 10 pips, d'accord. Vous perdez 8 trades. Ça veut dire que les 8 trades vont toucher votre stop loss. Vous avez perdu 8 trades fois 10 pips, ça fait 80 pips. Par contre, vous avez gagné 2 trades. Ça fait 50 pips fois 2 trades, ça fait 100. Vous faites 100 moins 80, il vous reste 20. Donc, vous êtes en positif de 20 pips au cours de la journée. Le take profit, oui, Isidore, le take profit est toujours supérieur au stop loss. Nous sommes dans un business. Quel business vous allez accepter faire alors que le risque de perte est supérieur au risque de gain? Les amis, honnêtement, de vous en voir, est-ce que vous êtes sûr, vous pensez que vous pouvez faire un business, une affaire, vous pouvez investir dans une affaire où vous avez plus de chances de perdre que de gagner? Personne ne va le faire. Voilà, Isidore. À chaque trade que tu veux prendre, tu dois toujours te poser la question avant de prendre le trade. Là où je veux placer mon stop loss, là où je veux placer mon take profit, est-ce que mon take profit est supérieur à mon stop loss? Si la réponse est oui, au moins un demi, là, tu peux lancer ton trade. Si la réponse est non, tu laisses tomber. Ce n'est pas tous les trades qui sont bons à prendre. Moi, il m'arrive de trouver de bonnes configurations, mais le prix est déjà trop parti. Du coup, si je prends, je vais gâcher mon risque ratio profit. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je vais gâcher et mon stop loss sera plus long, supérieur à mon take profit. Du coup, je laisse tomber. Je laisse le trade partir et j'attends qu'il finisse de faire son yo-yo. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le trade tout simplement pour prendre ce que je peux prendre.
et je ressors du trade tranquillement. La vie n'est pas compliquée. D'accord? Donc, je me pose la question, est-ce que mon risque ratio est bon? Est-ce que mon stop loss est inférieur à mon take profit? Si la réponse est non, si le take profit est supérieur, je prends la position. Mais si le take profit est inférieur, je laisse tomber la position. D'accord? Donc, c'est pour ça, dans le plan que je vous ai montré, sur lequel on va travailler, regardez, je remonte un peu en haut pour vous montrer un peu de quoi je parle. Là, je peux récupérer les questions maintenant. Et si vous avez des questions, allez-y. C'est pourquoi sur le plan que je vous ai montré, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va calculer notre ratio rendement-risque. Donc, une fois qu'on a filtré le signal avec le RSI, on viendra maintenant calculer notre ratio rendement-risque pour voir est-ce que notre take profit est supérieur à notre stop loss. D'accord? Donc, la méthode se base sur du trading de tendance. On doit se poser deux questions avant d'ouvrir un trade. À quel niveau est invalidé mon scénario? Et combien cela me coûte-t-il? C'est là où le scénario est invalidé que je mets mon stop loss. Si mon scénario est validé, quel objectif de gain je peux viser raisonnablement? La réponse à la question B va me permettre de déterminer là où je mettrai mon take profit. La réponse à la question A me permettra de savoir là où je mets mon stop loss. Et lorsque le B est supérieur au A, je dégaine. Je prends le trade. Lorsque le B est supérieur, lorsque le A est supérieur au B, je laisse tomber. Je vous écoute pour les questions maintenant. C'est faux, Isidore. Le marché ne cherche à faire perdre personne. La seule chose qui vous fera perdre, c'est votre ignorance, votre empressement à prendre des trades, comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Votre cupidité, d'accord, va vous amener à vouloir trader tous les jours. Première chose, vous allez rentrer dans des trades qui ne respectent pas votre plan. Vous allez augmenter le volume et vous allez vous faire niquer derrière. Et vous allez vouloir prendre des trades pour corriger la perte que vous avez reçue en augmentant encore plus le risque. Vous allez creuser davantage votre truc là. Et c'est comme ça qu'on perd sur le marché. Le marché n'a pas tendance, c'est faux, le marché n'a pas tendance à nous faire perdre. L'autre problème, et je le comprends en fait, l'autre problème, c'est quoi? C'est qu'on trade, voilà, on finit par cramer son compte. L'autre problème qui est très important, c'est qu'on trade contre les banques. Beaucoup de particuliers ne comprennent pas ça. On trade, particuliers que nous sommes, on trade contre les banques et les fonds d'investissement. Les banques, eux, ils ne traitent pas, ils n'entrent pas en position n'importe où sur le marché. Ils entrent en position sur les zones clés. Alors, je vais vous montrer ça dans la deuxième partie de l'initiation. Ça on le fera en août. Comment déterminer les zones clés des banques, là où les banques prennent position et prennent position sur les zones des banques. On va voir ça la semaine prochaine. Et on va voir ça la semaine prochaine. Ne vous en faites pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, la plupart des particuliers, ils prennent position à des endroits où les banques ne prennent pas position. Du coup, ils rentrent dans du loto. Ils prennent position sur du loto. On va déjà voir sur ce plan-là, sur ce plan de trading-là, on va déjà voir ici, tracer les niveaux horizontaux là. On va déjà voir comment tracer les niveaux clés sur lesquels on va prendre des positions. D'accord? Mais ce que je tiens à vous dire, c'est quoi? Le marché n'a pas tendance à nous faire perdre. Ce qui nous fait perdre sur le marché, c'est qu'on trade des configurations hors des zones clés. Et à partir du moment où vous tradez des configurations hors des zones clés, ça fait toute la différence. Vous tradez, vous faites du tombola, vous faites de la loterie. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez voir. Alors, par exemple,
ces outils-là, ce que j'utilise là, les points pivots, ça vous donne aussi des niveaux que les banques utilisent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre position tant que les prix ne sont pas sur ces niveaux-là. Si vous prenez position ici, dans cette zone-là, vous faites de la loterie. Si vous prenez ici, vous faites de la loterie. Vous n'attendez que les prix viennent sur ces lignes-là avant de prendre position. Tant que vous ne faites pas ça, même si vous tradez n'importe quelle figure chartiste, tant que la figure n'est pas tradée sur une zone clé, vous faites de la loterie. Et le marché n'aura jamais tendance à vous faire perdre parce que les banques voient ce que la plupart des particuliers font. Et c'est comme ça, en voyant ce que la plupart des particuliers font, ils savent comment ils réagissent, ils savent qu'on leur a appris à mettre le stop loss et des profits derrière les plus hauts et les plus bas précédents. Et qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils veulent chercher de la liquidité, ils vont chercher les plus hauts et les plus bas précédents. Les particuliers, ils ne regardent pas le contexte du marché, ils ne regardent pas la tendance, ils ne regardent pas les niveaux clés, ils ne regardent rien, ils viennent sur le marché, tout ce qu'on leur a dit. Ça me rappelle ma première formation. On m'a dit, quand tu vois le marché monter, tu achètes, quand tu vois le marché descendre, tu vends. Mais je me suis fait niquer, j'ai fumé des comptes, les gars. Juste en faisant ça. Je ne connaissais rien des niveaux clés, je ne connaissais rien du money management, je ne connaissais rien de la tendance. Donc, c'est faux. Le marché n'a pas tendance à nous faire perdre. La seule chose qui nous fait perdre, ce sont nos erreurs. Donc, ne mettez pas des stops larges pour les mettre. Mettez des stops larges quand le niveau d'invalidation de votre trade est loin. Et généralement, le niveau d'invalidation de votre trade sera loin si vous êtes en swing. Moi, je vous ai dit, il m'arrive de prendre 200 points ou 200 pips en stop loss, en swing. D'accord? Mais c'est parce que le niveau d'invalidation de mon trade est à ce niveau-là, à ce niveau de prix, et je mets mon stop légèrement derrière. Mais quand je mets mon stop à 200, c'est que mon TP est au moins à 400. J'ai envoyé un trade hier dans mon groupe Telegram. J'ai fait la capture, je vous ai envoyé sur le DAX et je disais achat sur 1303, 12 303. Et j'ai mis take profit 150 pips, stop loss 70 pips. Ça encore, je n'ai même pas respecté les 1,5. Stop loss 70 pips. D'accord, oui, je respectais les 1,5, mais avoisinant, mais pas vraiment. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a fait près de 150 pips. D'accord, sur le trade que j'ai donné hier. C'est pour vous dire quoi, les amis? On n'est pas là pour rigoler. La première chose à protéger, c'est votre capital. Ne vous laissez pas entuber par les arrivistes. Moi, j'ai commencé le trading en 2009. Non. Écoutez ce que je vous dis. Bon, de toutes les façons, vous avez le choix. Mais voilà mon avis que je vous ai donné. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, les amis? Vous voyez, le trade, par exemple, ici, ça évolue à compte tendance, mais mon cœur ne bat pas. Pourquoi? Parce que mon TP est ici. Et même si c'est pas dans mon stop loss est ici, même si ça va toucher, c'est 0,74 tranquille que je perds sur 5000. Wow, des centimes. D'accord? Voilà. D'autres préoccupations? Aujourd'hui, on a vite fini. Les zones clés, ça sera en août. On va commencer légèrement en juillet. Donc, normalement, à partir d'aujourd'hui, on est mardi. On va faire une séance de pratique cette semaine-ci. La semaine prochaine, on va commencer avec 2 à 3 séances de pratique par semaine. On va travailler cette semaine une fois. La semaine prochaine, je pense 3 fois. D'accord? Jusqu'à la première moitié du mois de mai ou à la mi-mai. Pardon, je dis mai. Première moitié du mois d'août. D'accord? Aux premières semaines du mois d'août, on verra bien. En tout cas, on va faire au moins 2 semaines de pratique sur ce plan-là.
et après, on va passer. D'accord? Donc, on va travailler les zones clés en août. Il n'y a pas de souci. Maintenant, comme je l'ai dit, ce coaching-là est réservé à ceux qui vont s'inscrire pour la formation du 31 août à l'Hôtel Royal à Ouaga, ou ceux qui vont m'écrire. Pour ceux qui ne sont pas au Burkina, écrivez-moi un inbox sur WhatsApp pour qu'on cale ça, pour qu'on voit comment ça pourrait se faire. D'accord? Les points pivots, manuellement, ça va être compliqué pour vous. Moi, j'ai un scanner, j'ai un indicateur qui détermine automatiquement les points pivots. D'accord? Les points pivots. OK? Tranquille. Je pourrais vous copier ça après. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. C'est All Pivot Points. Donc, on affiche ça sur les unités de temps qu'on veut. Puis, tranquille, ça s'affiche quoi. Comment faire pour afficher les points pivots? Comment déterminer vous les points pivots? Oui, les points pivots, c'est ça. C'est un indicateur qui affiche directement. Je peux vous envoyer ça après. Je vais d'ailleurs vous envoyer ça après parce que on va même utiliser ça pour pouvoir travailler au cours de la pratique. D'accord? Donc, en vous envoyant les vidéos, parce que j'ai les 3 vidéos maintenant, je vais les mettre en ligne demain. Vous envoyez les liens des vidéos plus tout ce que je vous ai montré comme outil, les points pivots et consorts. Et puis, vous allez pouvoir les intégrer à votre MetaTrader 4. Voilà. Edmond, ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit, je vais vous envoyer les vidéos et les outils. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas à Ouaga, je vous ai dit, ceux qui sont à Ouaga, appelez mon assistante. Inscrivez-vous pour la formation du 31 août au Royal Hotel sur Ishimoku. Méthode avancée, technique hyper efficace sur Ishimoku. Ceux qui ne sont pas à Ouaga, écrivez-moi en inbox sur WhatsApp. WhatsApp ou Telegram. Peu importe, je ne sais pas là où vous êtes, dans les forums, mais WhatsApp ou Telegram, écrivez-moi une boss. On va trouver un module opérandi pour pouvoir s'en sortir. D'accord? Voilà. D'autres questions? Allô? Vous êtes là? Ok, je sors. D'autres questions, les amis? Aujourd'hui, vous étiez un peu plus nombreux, vous êtes partis jusqu'à 12. C'est déjà encourageant. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, les amis, je vois que vous n'avez pas de questions, de préoccupations. On s'attrape. Comment déterminer la psychologie du marché? Ah oui, je vois. Le contexte, tu veux dire, la tendance. Je n'ai pas bien compris la psychologie. Tu veux mettre quoi dans la psychologie? Tu mets quoi dans la psychologie du marché, mon ami? Ah, le sens. J'en ai parlé hier. Vous avez 2 options. Vous avez 2 options. En D1, vous avez 2 options. Alors, je prends le marché en D1 pour vous montrer rapidement, ça. Vous avez 2 options. La première option, c'est que vous placez votre moyenne mobile exponentielle 200. Donc, exponentielle 200. Vous placez ça en D1. Lorsque la moyenne mobile est baissière et que les prix sont en dessous, nous sommes en tendance baissière. Lorsque la moyenne mobile est haussière, lorsque la moyenne mobile est haussière, d'accord? Lorsque la moyenne mobile, alors je vais voir si on a la moyenne mobile haussière quelque part. Lorsque la moyenne mobile est haussière,
et que nous sommes les bougies sont au-dessus, nous sommes en tendance haussière. Et lorsque la moyenne mobile est plate, donc sans tendance, et que la bougie, peu importe là où, lorsque la moyenne mobile exponentielle est plate ou sans tendance, peu importe là où les bougies se trouvent, on est en tendance neutre. D'accord? On est en tendance neutre. Lorsque la moyenne mobile est baissière et que les bougies sont en bas, on est en tendance baissière. Lorsque les bougies sont en haut et que la moyenne mobile est haussière, on est en tendance haussière. Lorsque la bougie est plate, on est en tendance neutre. Ça, c'est la première méthode, d'accord, pour trouver le sens du marché. Okay? La deuxième méthode pour trouver le sens du marché, c'est de dézoomer complètement le graphique. Donc, dézoomer complètement, d'accord, et tracer les supports et résistances obliques en faisant passer les supports par au moins 3 points de contact, 3 sommets. D'accord? Donc ici, j'ai les 3 sommets. D'accord? Pour la résistance, elle fait 1, 2, 3, 4 sommets pour la résistance. D'accord? Et voilà, donc comme ceci. D'accord? Donc, vous cherchez 3 points de contact par lesquels vous faites passer les supports résistance. Donc là, on voit que nous sommes dans une tendance baissière. D'accord? Nous sommes dans une tendance baissière. OK? Nous sommes dans une tendance baissière ici. OK? Mais vous dézoomez d'abord. L'avantage de dézoomer, c'est que vous avez plusieurs bougies que vous pouvez utiliser pour étudier le contexte du marché. On est dans un contexte baissier. D'accord? Donc, on peut casser par le haut, on peut casser par le bas. On attend de casser par le haut, de casser par le bas pour voir ce qu'on fera. Donc, voilà les deux astuces pour connaître. Bon, la deuxième méthode, on appelle ça la théorie de dos. Donc, vous prenez ici, on a une tendance baissière. Donc, on a des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Voilà. Oui, demain, c'est initiation à Ishimoku. Lewis, demain, c'est initiation Ishimoku, 100% Ishimoku. On revient sur Ishimoku comme la fois passée. Je vais faire des ajouts, je vais vous donner quelques petites astuces avant le 31. Oui, Lazare, je t'écoute, mon ami. Comment savoir qu'un marché est en train de se retourner? Alors, belle question. Comment savoir qu'un marché est en train de se retourner? Je vais te montrer, je ne sais pas si j'ai un exemple ici, mais c'est un truc qu'on va voir en août, hein. Mais je peux t'en parler rapidement. Alors, je vais voir si j'ai un vrai marché en tendance. Ça m'aiderait. Alors, on va... Alors, supposons que prenons cette tendance-là. D'accord? Prenons cette tendance haussière-là. Comment saura-t-on qu'on est en train de se retourner de tendance? Alors, il y a plusieurs options. Soit tu mets le RSI et tu attends les zones de surachat ou de survente. Lorsque tu es en surachat, ça veut dire qu'il y a potentiellement un retournement baissier. Lorsque tu es en survente, tu as potentiellement un retournement haussier. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les impulsions et les corrections. Je ne sais pas si je vais en parler maintenant, mais je peux en parler brièvement. Les impulsions, c'est tous les mouvements qui vont dans le sens de la tendance. Ici, on est dans une tendance haussière clairement. D'accord? Donc, tous les mouvements qui vont dans le sens de la tendance. Donc, tu as ça, OK?
tu as ça, tu as cette hausse, tu as cette hausse, ainsi de suite, tu as cette hausse. Et les retracements ou les corrections, c'est tous les mouvements qui vont dans le sens contraire à la tendance. Donc ici, tu as cette baisse, cette baisse, cette baisse, cette baisse, cette baisse aussi, celle-ci, ainsi de suite. D'accord? Alors, avant tout retournement de tendance, il y a trois phénomènes qui se passent. Premièrement, les mouvements d'impulsion sont de plus en plus petits. Les mouvements de correction sont de plus en plus grands et les bougies de correction sont de plus en plus longues. D'accord? Mais on reviendra dessus en détail au cours du prochain module d'initiation. Donc ici, par exemple, d'accord? Ici, on est dans une tendance baissière, ok? Donc ici, on a des mouvements d'impulsion qui sont baissières, les mouvements d'impulsion qui sont baissières et les mouvements haussiers qui sont des mouvements de correction. Donc, plus les mouvements d'impulsion vont devenir de plus en plus petits et les mouvements de correction de plus en plus grands. D'accord? Comme ceci, par exemple. Ici, on est en pleine phase de retournement de tendance. Là, on peut dire qu'on est en train de se retourner de tendance. D'accord? D'autres questions? Tu as compris un peu? C'est un truc sur lequel on va revenir, Lazare. En détail, je vais vous expliquer ça encore plus en profondeur. Donc, les amis, OK, si vous n'avez plus de questions, de préoccupations, je vais vous dire, on se coince dans les groupes et puis à demain pour la formation Ishimoku. Ciao.